Nous avons le plaisir d'accueillir Désiré Frappier, journaliste écrivain, et Alain Frappier, peintre, graphiste et illustrateur. Leur dernier ouvrage, publié au mois de janvier, est un roman graphique. Donc ma première question va être très simple. Qu'est-ce qu'un roman graphique? Je vais laisser Alain répondre, je crois. Un roman graphique, ça fait partie de la bande dessinée, du grand genre de la bande dessinée. Sauf qu'au fur et à mesure de l'histoire de la bande dessinée, tout s'est un peu formaté et la bande dessinée traditionnelle franco-belge, puisque c'est vraiment les deux pays qui sont les plus gros vendeurs de bande dessinée, sont des formats, des livres où c'est imprimé en couleur, qui font en général une cinquantaine de pages, avec une couverture cartonnée, et sont liés à racontent des histoires de héros fictifs et qui vivent des histoires extraordinaires, et c'est fait en série. On a 1, 2, 3 albums, enfin il y en a, ils en sont à 30, 40 albums, donc les collectionneurs aiment beaucoup ça, ils les achètent les uns après les autres. Et puis le roman graphique, c'est un peu, alors c'est comme toujours, la définition de ces choses-là dépend des gens, des régions, mais en gros, depuis une trentaine d'années, on a ce genre-là qui est un type de bande dessinée dont la pagination a explosé. Par exemple, on peut avoir des livres, un Américain qui s'appelle Craig Thompson a fait un livre qui s'appelle La Bible et qui fait 800 pages. Donc il y a d'autres, voilà, nous, l'autre, il fait 250 pages, 265 pages avec les textes. On a vraiment, on est plus proche du roman, du coup, où la pagination n'est pas imposée par un format. L'éditeur ne vous impose pas de faire votre livre en tant de pages. Et on a souvent du noir et blanc également, le format est un format qui est plus petit souvent et qui est plus proche qui s'approche aussi du format du roman, enfin même si c'est un bon roman, mais je pense que là, moi, personnellement, je pense que c'est aussi un rapprochement avec la bande dessinée japonaise, qu'on appelle manga aussi, qui est faite en noir et blanc et qui a une production énorme. Donc il y a des facteurs économiques qui entrent en ligne de compte. Il y a aussi le côté biographie, autobiographie dans le roman graphique. Le premier grand roman graphique connu, parce qu'il y en avait eu d'autres avant, on peut dire que c'est un peu Maus d'Art Spiegelman. Il raconte son père, la déportation de son père. Je pense que c'est le premier qui a comme ça été un... Bon, on peut dire aussi que la balade de la mer salée, c'était aussi un peu un roman graphique. Là, il est très inspiré par des Chinois qui faisaient aussi des choses qui étaient proches des romans graphiques. Là, moi, je suis contente de cet objet-là pour m'exprimer, en fait, parce que je suis très littéraire. C'est moi qui écris, c'est Alain qui dessine. Et c'est la littérature qui m'a toujours tentée. Et en fait, Alain et moi, on est mariés depuis très très longtemps. Et dès le début, on a été ensemble. Il m'a dit j'aimerais bien que tu me fasses des scénarios de bande dessinée. Et je me sentais pas trop de la bande dessinée. Moi, je suis de la même génération qu'Astérix et Obélix, exactement. Et j'adore, mais je me voyais pas du tout écrire ce genre d'histoire. Et en fait, je suis très c'est un vrai bonheur pour moi maintenant. Par contre, on est très cinéphiles l'un et l'autre. Je trouve que c'est un peu un côté du storyboard, le roman graphique aussi. C'est un côté. Et quand j'écrivais, bon, moi, mon père était assistant de François Truffaut, donc j'ai quand même été élevée dans un milieu très cinématographique. Quand j'écrivais, je voyais toujours en plan américain, en plan large, avec les caméras qui font comme ça. J'avais quand même une vision très. Et du coup, ça me porte. Et en plus, j'aime comment ça introduit des dialogues. Je trouve que c'est difficile dans la littérature d'introduire des dialogues pour savoir qui c'est qui parle, dans quelle position il est, s'il est en colère, s'il est content. Et puis si vous avez tout d'un coup 7 personnes qui parlent ensemble, c'est très compliqué. Alors que là, c'est beaucoup plus facile. Et en plus, je suis toujours très sensible aux costumes et aux décors, parce que je trouve que les costumes, ça plante une époque. C'est quelque chose d'important dans une époque, comment on s'habille. Et que les décors, bon, alors, en plus au Chili les décors sont extraordinaires, mais aussi les décors, bon, ça décrit le contexte, et dans la littérature c'est aussi des choses qui prennent beaucoup de place dans la description, et là c'est planté par le dessin, c'est les décors, les costumes et tout ça, c'est installé, et du coup on peut vraiment rentrer dans le texte. Alors le texte il est par contre, ça c'est peut-être une des frustrations,
c'est que on est proche, là on va parler du Japon, du haïku japonais, on a très peu de place pour s'exprimer dans un roman graphique parce que les bulles c'est tout petit, faire rentrer un bavard dans une bulle c'est très difficile, et puis après on a tout ce qui est les légendes et tout ça, mais il faut, et ça j'aime bien ça aussi dans l'écriture, le côté d'être, de vraiment travailler sur les mots, les verbes et tout ça pour être le plus puissant possible en fait, en disant le minimum de mots. Et je pense que dans ce dernier roman graphique, parce que c'est le 4e qu'on fait ensemble avec Alain, je pense que c'est là où ça a été le plus réussi, parce qu'on finit par avoir une bonne technique pour travailler ensemble. Au début, Alain me disait « Oh, mais ton texte, il est trop bien, on va le mettre comme ça, et puis je ferai des illustrations après. » Maintenant, je me dis « Non, non, je veux que tu illustres tout. » Et du coup, ça prend de plus en plus de pages. et voilà, c'est... Oui. Et donc, et avec ça, du coup, ça veut dire que les romans graphiques, ils se sont intéressés à tous les sujets qui sont traités dans la littérature. Donc on a maintenant beaucoup de sujets qui racontent des reportages, qui sont des enquêtes, qui sont des, ce que tu as dit, des autobiographies ou des biographies, et des sujets de société. Et ça, c'est nouveau par rapport à la bande dessinée traditionnelle. Bien, le titre c'est « Là où se termine la Terre ». Pourquoi ce titre? Alors là, le titre, c'est « Là où se termine la Terre ». En amérindien, il y a une version qui dit qu'en amérindien, ça veut dire Chili en fait, ça veut dire là où se termine la terre. Et le père de Pedro Atias, notre personnage principal, qui s'appelait Guillermo Atias, était un écrivain assez reconnu chilien, et dont la carrière a été aussi brisée par le coup d'État. Mais il a écrit un livre pour enfants qui ne s'appelle pas tout à fait là où se termine la terre, mais c'est un peu comme ça, c'est là où la terre finit, quelque chose comme ça. Et on avait cherché longtemps le titre en fait, et le jour où on a trouvé celui-là, on l'a tout de suite adopté parce que en plus ça a un côté très poétique, là où se termine la terre, et en plus ça dépend là où on se positionne, on le dit au début du roman, parce que son père était devant la mer, devant l'océan, son père lui dit ben voilà, Chili ça veut dire là où se termine la terre, et puis après son père il l'amène dans l'eau, et l'océan Pacifique est très très violent, l'eau est glacée, et il trouve que le Chili c'est là où commence la terre, et c'est là où il a envie d'aller, et ça dépend de quel point de vue on se place, et en plus c'est quand même, ça a été quand même le coup d'État de Pinochet, ça a quand même été la fin d'un immense espoir. Donc là où se termine la terre, c'est aussi là où se termine l'espoir un peu. Donc ça avait un côté comme ça très romanesque que j'aimais beaucoup dans le titre. Et géographiquement, le Chili, c'est très parlant. C'est une langue de terre de 4000 km de longueur et qui borde le continent sud-américain. C'est vraiment la fin du continent, quoi. Quand on a passé les cordillères, qui est immense avec des milliers de sommets, et qu'on arrive là, il y a 200 ou 300 km en général entre la cordillère des Andes et le Pacifique. Et c'est vraiment très très étroit. D'ailleurs, il y a une blague des Argentins qui disent que les Chiliens ne peuvent pas jouer au football parce que quand ils tapent dans la balle, tout de suite elle tombe dans la mer. Il faut dire aussi que c'est presque une île, le Chili, parce que c'est cette cordillère qui s'élage sur des kilomètres de largeur, parce que pas seulement en longueur, mais aussi en largeur, ça l'a coupé du monde. Et c'est vrai que quand il y a eu le coup d'État aussi, il a suffi de fermer les frontières, mais les gens ne pouvaient pas fuir. Et ils ont été enfermés avec d'un côté le Pacifique et de l'autre. Et alors en plus, de l'autre côté, si on monte vers le nord, on a le désert le plus chaud du monde, et si on va vers le sud, on a l'océan Arctique. Donc on est vraiment enfermé dans quelque chose d'assez étonnant. Et d'ailleurs, quand le livre est sorti, on l'a envoyé à la famille de Pedro, et ils ont mis 2 mois et demi à le recevoir, parce que la poste c'est très long, et son frère m'a écrit en me disant « Eh bien, on habite vraiment là où se termine la terre, parce que 2 mois et demi pour recevoir le livre. » Aussi un sous-titre, Chili 1948-1970. À quoi correspondent ces dates? Alors là, je dois dire que le sous-titre a changé, parce qu'au début, quand on est parti pour cette histoire, en fait, avec Alain, quand on travaille, en général, c'est parce qu'il y a une personne, en tout cas sur ces 2 albums-là, vraiment, celui-là et celui de Sharon qu'on avait fait en premier, c'est des gens qui viennent nous voir pour nous raconter leur histoire, et on trouve ça très intéressant. Donc on se dit, bon ben on va rentrer là-dedans. Mais nous, l'histoire du Chili, on la connaissait pas tant que ça au début.
On connaissait Allende parce qu'on est d'une génération qui a été profondément marquée par cet espoir qu'a représenté Allende en Amérique latine, mais aussi dans toute l'Europe, parce qu'il n'y avait aucun président de gauche se disant marxiste et élu démocratiquement dans le monde. À l'époque, c'est le premier Allende. Et puis alors après, il y a eu le coup d'État de Pinochet et tout ce qu'on a entendu. Moi, j'avais 15 ans à l'époque, sur les tortures, sur les enfants qu'on torturait, sur les gens qu'on électrifiait, tout ça. Ça a été quelque chose qui a vraiment marqué notre enfance. Donc nous, on connaissait ça. Seulement ce que je raconte, parce qu'à la fin du livre, je raconte un peu notre rencontre avec Pedro. La fois où il vient à la maison, la première fois qu'on parle avec lui, eh bien, il commence à nous raconter quoi? Son enfance. Et pourtant, lui, il s'est fait arrêter, il était du MIR, qui était le mouvement de la gauche révolutionnaire, il a été arrêté, il a été torturé, on a pu venir se réfugier en France et tout ça, mais ça a quand même brisé sa vie. Et il nous raconte son enfance. Et en fait, au fur et à mesure qu'on a écouté, parce que c'était très beau tous ces souvenirs d'enfance, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas raconter l'histoire du Chili, sans raconter pourquoi Allende arrive au Chili. Et en fait, ce qu'on se rend compte, Pedro, il est d'après-guerre, il est né en 48, il est en même temps que la CIA, en fait, qui va quand même jouer un rôle au niveau du Chili assez énorme, et au niveau de toute l'Amérique latine d'ailleurs. Et en fait, alors le Chili, il y avait une particularité géographique, c'est que c'est cette espèce de plaque tectonique qui se glisse tout le temps sur la croûte de la plaque sud-américaine, la plaque Nazca, je crois, qui est poussée par la... Et du coup, elle avance de 7 cm, c'est celle qui avance le plus chaque année, et du coup, ça provoque tous les 10 ans des tremblements de terre qui sont les plus puissants du monde, et terribles. Et en fait, à chaque fois qu'on parlait de l'arrivée de Pinochet, les gens disaient un tremblement de terre. Tous les Chiliens associaient ça à un énorme tremblement de terre. Et je me suis dit que toute l'enfance de Pedro, eh ben, c'était une plaque comme ça, tectonique, qui avançait. Et on s'aperçoit au fur et à mesure, déjà l'arrivée de 1958, qu'il y a Cuba. Et Cuba, pour l'Amérique latine, c'est quelque chose d'énorme. C'est un tout petit pays comme ça qui a résisté à la grande Amérique. Et c'est vrai qu'on voit, on a l'impression d'une toute petite barque comme ça qui est accostée au continent, puis qui va résister, et du coup qui donne de l'espoir à toute l'Amérique latine de pouvoir, elle aussi, gagner une indépendance, parce qu'il faut savoir que l'Amérique latine, c'est un pays qui a des énormes richesses, mais que ces richesses, elles profitent au reste du monde. Alors après, au début, c'était à toute l'Europe, et puis après, ça a été aux États-Unis, mais ça n'a jamais profité au peuple chilien. Donc il y a cette grande espoir. Et alors du coup, au fur et à mesure qu'on avance, on s'aperçoit que le gouvernement freine, donc nous, on n'avait jamais entendu parler, c'est énorme, c'est très très important, c'est la démocratie chrétienne qui, elle, quand elle voit l'espèce de retentissement que peut avoir Cuba sur l'Amérique latine, Frey, il se dit qu'on va faire la révolution dans la liberté, c'est son programme, c'est-à-dire qu'il dit on va calmer les gens, donc on va quand même faire une réforme agraire, on va quand même créer des juntes de voisins, de juntes de maires et tout ça, on va essayer de donner un peu de social à ce pays-là, pour calmer un peu les gens, sauf que, alors, du coup, les gens, par exemple, les paysans vont avoir le droit de se syndiquer, mais une fois qu'ils se syndiquent, ils se rendent compte qu'ils n'ont rien aussi, et qu'ils peuvent se mettre ensemble pour lutter. Et cette jeunesse de l'époque, la jeunesse de Pedro, ils vont être envoyés par leurs parents pour faire de l'alphabétisation. Il y a un grand pédagogue qui s'appelle Freire à l'époque, qui est un mec absolument passionnant, qui vient du Brésil, et qui va créer de l'alphabétisation dans un pays où il y a 80% d'analphabètes. Les paysans et tout ça, et c'est les enfants de la démocratie chrétienne qui vont, et les enfants de la démocratie chrétienne, ils découvrent leur pays, et ils découvrent la pauvreté, la misère, comment sont traités les gens, et ça va en faire des révolutionnaires. Donc tout ça c'était très très important, et plus on avançait, plus ça devenait énorme, et en fait on devait finir le premier tome, parce que on voulait le faire en 2 tomes, on voulait finir le premier tome au coup d'État. Et en fait on a fini le premier tome avec l'arrivée de la guerre. Mais à la fois, on était content aussi de finir le premier tome avec une marque d'espoir, parce qu'on trouvait qu'en ce moment c'était un peu noir, donc finir sur un coup d'état c'était un peu dur, et donc on finit quand même avec quelque chose de beau, mais on a quand même fait en sorte qu'il y ait 10 pages qui racontent le destin de chacun après, parce qu'il n'y a pas de suspense par rapport au Chili, mais on voulait que ça soit un tome qui se suffise à lui tout seul, mais je te laisse parler de ça. C'est pour ça que le changement de date est important, parce que nous on a une façon de travailler qui n'est pas celle qu'on écrit, notamment des auteurs de bande dessinée qui, en général, ce que je vous ai dit tout à l'heure, non seulement il faut faire un nombre de pages précis, mais en plus il faut arriver avant de signer le contrat avec tout est fait, quoi. Alors nous, on a pris et on a réussi à trouver une façon de travailler qui nous convenait parfaitement et qu'on a finalement imposé au
qui est on construit notre scénario en avançant. Et en fait, on connaît l'histoire générale, enfin la trame générale de ce qu'on va raconter, mais on ne sait pas exactement les différents épisodes. Et comme on fait beaucoup d'investigations, de recherches, de documentation, des entretiens, des témoins, etc., on apprend des choses en faisant notre histoire. Et du coup, c'est là où on a compris qu'on ne pourrait pas traiter tout ce qu'on voulait traiter en un seul livre et qu'il fallait passer plus de temps à préparer et aussi que la période entre l'élection d'Allende et le coup d'État de Pinochet, il se passe 3 ans, 1000 jours qui sont très importants et on veut pouvoir passer du temps dans le prochain livre pour raconter ce qui s'est passé, comment le peuple a suivi Allende et comment à un moment donné ça a commencé les intérêts ont commencé à diverger, qu'est-ce qui s'est passé, le rôle de l'armée, le rôle de la CIA, etc. Enfin, c'est énorme. Et donc voilà, en découvrant ça au cours de nos recherches, on a modifié notre programme. Il faut dire que moi, ce qui me conduit toujours aussi au niveau de l'écriture, c'est l'intime. Je trouve qu'on ne s'attaque jamais avec Alain aux grandes figures, aux gens très connus, célèbres et tout ça, parce qu'on a vite des portraits un peu fermés, parce qu'on ne peut pas savoir, on ne peut pas rentrer dans l'intime de ces gens-là, et en plus il y a des morts de toute façon. Mais alors avec Pedro, pendant 1 an, il est venu à la maison 1 fois par semaine, pendant 1 an on a parlé avec lui et tout ça, et en fait on construit sur quelque chose qui est l'individu, vraiment. Ce qui nous intéresse en fait, je pense, c'est les invisibles, c'est tous les gens qu'on oublie, et qui ont joué un rôle important, qui ont fait l'histoire, qui ont participé à l'histoire, qui ont été témoins et qui l'ont subi aussi. Et ça pour donner de l'existence à ce récit-là, c'est-à-dire au récit intime, en le mélangeant à la grande histoire. Parce que du coup, on montre comment tous ces récits intimes, et n'importe quelle personne, n'importe quel individu, de toute façon, est tributaire du contexte sociologique, historique, économique dans lequel il vit. Mais on ne peut pas perdre le côté intime, donc on veut voir vivre, grandir Pedro, on veut voir comment ça se passe avec sa sœur, avec son frère, avec tout ça. Et du coup, c'est ça aussi qui fait qu'on ne veut pas faire un catalogue avec tous les trucs importants où on retrouve des choses essentielles, parce qu'en fait tout est essentiel. Mais des fois, c'est les toutes petites choses qui sont plus essentielles que les autres. Oui, moi j'ai été surpris par toutes les références précises à la vie quotidienne. J'ai eu des doutes à un moment, je me suis demandé si vous aviez vécu au Chili ou pas, parce que vraiment il y a des références, il y a des mots chiliens, il y a du vécu à l'Alliance française, des choses comme ça que ne connaissent que ceux qui ont vécu au Chili. Et ce Pedro, ce qui m'intrigue, c'est que vous avez réussi à lui faire parler de choses très intimes, justement, alors que c'est quelqu'un qui a souffert, qui a été torturé, qui a vécu l'exil. En général, ces gens-là, on a du mal à lui faire parler de certaines époques de leur vie parce que c'était trop douloureux et ils ont du mal à se confier. Vous avez réussi quand même à obtenir de lui pratiquement tout. Je cuisine beaucoup, en fait. C'était pareil pour Sharon, parce que dans Sharon, c'était une victime de la charge du métro Sharon, qui n'avait jamais parlé à personne, et j'ai appris à cuisiner, elle était d'origine égyptienne, et j'ai appris à cuisiner égyptien, on cuisinait, on parlait à la cuisine, Pedro venait manger à la maison, il arrivait vers 2-3 heures de l'après-midi, il restait jusqu'à 11 heures du soir, et on cuisinait, et voilà, c'est surtout moi qui cuisinais, mais je pense que c'est une bonne chose, parce que quand les gens vous donnent, il faut leur donner. Et moi, je suis dans cet échange-là. Des fois, je suis un peu frustrée parce que je suis beaucoup à la cuisine et bon, j'enregistre toujours. C'était la première fois avec Pedro que Alain était avec moi pendant que j'interviewais. Tous les autres livres, c'était moi qui allais faire les interviews. Mais là, Pedro était venu chez nous. Donc, ça s'est passé là. Et voilà. Donc, on était... voilà, il y avait ce côté-là. Je pense que Pedro, ça lui a permis de beaucoup parler, de dire des choses très... Et voilà. Et on n'a jamais... Par rapport à la torture, par exemple, on a lu tous les comptes rendus d'Amnesty International. Pedro, ça lui est arrivé 2 fois de nous en parler sans qu'on lui demande, mais on n'avait pas envie d'arriver d'être prédateur et de dire alors comment ça s'est passé, ça. On l'a pris autrement et je pense que ça l'a touché. Il y a quelque chose, c'est que comme quand il venait, parce que ça nous a pris 3 ans pour faire ce tome 1, donc quand il venait 1 fois par semaine chez nous, il venait toute la journée, on mettait un petit enregistreur sur la table et ça tournait tout le temps, quoi. Mais maintenant qu'il y a plein d'heures d'écoute, d'entretien, alors évidemment des fois il y a juste, on entend des bruits de fourchette, parce que faut bien manger ce qui a été cuisiné. Mais il y a aussi des moments où, quand Désiré décrypte ces
ces enregistrements, elle me dit à chaque fois, mais qu'est-ce que je parle, mais je crois que c'est vraiment une qualité qui fait que, comme elle se livre beaucoup, les gens en retour, ils se livrent. Donc je crois que Pedro a vraiment fait ça, et d'autant plus que c'est plutôt un TSE, comme on dit, et il a aussi une particularité dont on pense qu'elle est liée à la torture, et c'est qu'il met beaucoup de temps à parler, c'est-à-dire qu'il a des blancs incroyables entre chaque mot, ou voire chaque partie de phrase, et donc il a fallu au début, quand la première fois on l'a vu, où il venait, il fallait qu'on s'empêche de remplir de finir ses phrases à sa place, quoi, parce qu'il fallait le laisser parler, quoi. Donc oui, on nous a dit, comment vous avez fait pour le faire parler, quoi. Et puis on a interviewé beaucoup d'autres gens aussi. C'est-à-dire qu'on ne se fie pas sur la mémoire d'une seule personne. Quand on est au Chili, en plus on a rencontré son frère, sa sœur, et on a été en contact en France avec l'association des ex-prisonniers chiliens. On a vu beaucoup de films. Quand Pedro venait à la maison, on projetait des films, par exemple le début qui se passe à Valparaiso, on lui a projeté le film de Joris Sivan qu'il n'avait jamais vu, qui s'appelle Valparaiso, qui est une merveille, et lui il était devant, il était bouleversé. Et il a dit, mais c'est toute mon enfance, ce petit garçon qui court là, c'est exactement moi. Et pareil pour l'Alliance française, moi j'avais retrouvé sur internet des brochures de gens qui avaient écrit sur l'Alliance française à cette époque, qui étaient des contemporains, lui, qui y étaient. Et parce qu'au début c'était assez vague ces souvenirs, et puis nous dans la BD, on était obligés de mettre comme ils étaient leur uniforme. Et parce que sinon on allait faire l'Alliance française avec pas les gros uniformes et tout ça. Alors Alain avait fini par retrouver sur internet une photo de sa sœur à l'Alliance française en 52, ce qui était déjà assez incroyable. Et moi j'avais cette petite brochure, et quand on lui a lu la brochure, là les souvenirs sont revenus. En fait il y a aussi le fait de travailler sur la longueur et le fait d'amener tout le temps des éléments. Il y a une autre photo aussi qu'on a trouvée sur internet où il y avait un homme qui s'appelle Chanfro, avec qui il était ami, qui a été tué par la dictature. Il est dans une manif, il est au premier rang, et Pedro, quand il voyait ça, tout ça, ça réveillait des souvenirs, et beaucoup de soupirs. Il soupirait tout le temps quand il voyait des films et tout ça. Et on a vu beaucoup de films. On voit vivre les gens. Est-ce qu'il y a quand même une part de fiction dans ce que vous décrivez? Alors ça, je ne sais pas. La part de fiction, c'est que, en fait, moi j'incarne Pedro au bout du compte. Quand je me mets à écrire, alors c'est compliqué parce que on dit beaucoup de nous pour la construction du récit, parce que au niveau de la documentation, on travaille vraiment tous les deux. Et Alain, il avale énormément de livres, et il me fait beaucoup de notes et tout ça, il me dit ça c'est bien ce passage. Moi je travaille beaucoup sur la presse, parce que la presse c'est l'instantané. Ils ne savent pas ce qui va se passer le lendemain dans ce qu'ils écrivent. Et c'est assez passionnant parce que du coup, on a vraiment la réaction du jour et tout ça. Et j'interviewe beaucoup. Et voilà, il y a toute cette lecture-là. Et alors après, si on ne veut pas faire du copier-coller avec la parole de Pedro, les articles qu'on a vus dans la presse, les choses et tout ça, il faut réinventer une écriture. Cette écriture, ça c'est une invention. C'est l'écriture qui va porter la voix de Pedro et la voix de tous ces gens-là et le récit qu'on a eu. Alors, et puis bon, par exemple, Pedro, il avait des points de vue sur sa mère, ou il avait des points de vue sur son père, tout ça, mais moi je savais qu'il avait aussi des frères et sœurs, et qu'il fallait que je fasse attention par rapport à ses frères et sœurs de comment j'allais décrire sa mère. Et je trouvais que j'avais une vision plus douce de sa mère que lui, parce que c'était une femme qui avait perdu 2 enfants. Elle était d'abord mariée avec un homme qui était alcoolique, elle avait vécu le tremblement de terre terrible de Conception, où toute la ville était tombée en ruine, et puis elle avait, voilà, et alors après elle tombe amoureuse du père de Pedro, qui va finir par la quitter pour une autre femme. Donc c'était une femme très dure, et du coup Pedro il la décrivait sans tendresse. Moi j'ai eu de la tendresse pour elle, c'est normal, je suis une femme je pense, donc je pouvais comprendre ces choses-là, et je l'ai décrit avec plus de tendresse, et Pedro il a apprécié ça. Donc disons que la part de fiction c'est après. Moi, j'adore la réalité, et je m'appuie toujours sur la réalité parce que je trouve que la réalité dépasse beaucoup la fiction. Mais après, je trouve que ce qui fait la littérature, c'est notre sensibilité par rapport à cette réalité. C'est comment nous, on va réussir à la traduire en mots. C'est pas une photographie. Moi, par exemple, pour dessiner, je me sers beaucoup d'archives photographiques pour être beaucoup plus proche de la réalité, mais c'est pas une photographie que je restitue, c'est mon regard sur la photographie. Donc là, effectivement, on peut parler d'interprétation, il y a un travail de fiction qui est de reconstruction du réel qu'on fait, et puis il y a aussi des choses. Pedro nous dit, nous, lui, il est d'origine syrienne, il nous appelle là-bas, en Amérique
Et donc, c'est tout ce qu'il nous a dit. Donc, on s'est dit pourquoi les turcos, donc on a cherché. Et là, on fait tout un travail pour comprendre qu'à une certaine époque, il y avait l'Empire ottoman, tous les citoyens de l'Empire ottoman avaient un passeport turc. Donc, quand ils venaient à l'étranger, enfin, un passeport, c'était une grande chose écrite. Et donc, on les appelait les turcos. Donc, on lui a appris des choses. Dans cette mesure-là, il y a aussi une sorte de fiction que nous, on apporte dans notre travail. Oui, ils étaient touchés d'ailleurs, parce qu'ils disaient, on n'a jamais interrogé notre grand-père, il est mort jeune, il y avait beaucoup de mystères, et tout d'un coup, vous restituez mon grand-père, avec le peu de choses qu'on avait, on lui restitue, parce que cet homme-là aussi était colporteur, et il me disait, mais il était très très mauvais, il n'arrivait pas à vendre, mais il avait 9 enfants, je me disais, mais comment il faisait pour pouvoir nourrir toute sa famille, et puis ses enfants ont fait des études supérieures, enfin des études importantes quand même, pas vraiment supérieures parce qu'il est mort jeune, mais étaient tous très instruits en tout cas, et du coup je me disais comment il a fait, et en fait on se rend compte que c'est une communauté qui travaillait tous ensemble, qui avait une grande entraide, qu'ils étaient colporteurs parce qu'il y en avait qui avaient le commerce et puis qui donnaient aux autres pour qu'ils puissent aller vendre dans les campagnes, dans les contrées éloignées et tout ça. Donc tout ça on l'a reconstruit pour Pedro. Par exemple, comment comprendre que son père Pedro et son oncle, ils parlaient à l'envers tous les deux. Ils s'amusaient à parler à l'envers. Mais pas en verlan. Mais c'est pas du verlan, c'est-à-dire que tout était complètement inversé. Et donc on s'est demandé comment ils arrivaient à faire ça. Et on a supposé que c'était aussi le fait qu'ils étaient d'origine arabe et que les Arabes lisent. Alors ils font une gymnastique, ils lisent de droite à gauche, mais quand ils ont des chiffres, tout d'un coup ça dit de gauche à droite, parce que les chiffres arabes, ce qu'on a nous, se lisent 1, 2, 3, 4 dans le sens de gauche-droite. Donc il y a toute une gymnastique de l'esprit qu'on a... C'était incroyable cette famille où ils parlaient à l'envers. Mais à l'envers, toutes les lettres à l'envers comme ça. Et on s'est dit, et un jour c'est un copain marocain qui est venu à la maison qui a dit, mais moi je lis tous les chiffres à l'envers et après je passe à l'endroit et tout ça. Et tout d'un coup je me suis dit, mais c'est ça. Alors ça c'est quelque part de fiction, mais je pense que c'est une réalité en fait. Voilà, donc... Le livre est dédié à tous les romantiques, puis il y a une citation d'Antonio Tabucci, le traducteur italien de Fernando Pessoa, qui dit que le rêve permet de dépasser la prison de l'existence. L'histoire de Pedro n'était pas aussi celle de vos propres rêves de jeunesse? Alors me concernant, non. C'était plutôt... moi je suis à cheval là, dans cette génération-là, parce que je suis dans 59. Donc je suis née juste justement quand Cuba... quand Castro est arrivé à Cuba. Mais... je ne dois pas dire fidèle d'ailleurs, parce que Pedro va dire on ne dit pas Castro, chez nous on dit fidèle, parce que ceux qui disent Castro c'est ceux qui ne l'aiment pas, et nous on l'aimait, donc on l'appelait fidèle. Ça il m'a dit ça au bout de 3 ou 4 réunions, on était avec lui, il m'a mis la main sur la jambe, il m'a dit Désiré, tu peux dire fidèle s'il te plaît? Donc voilà, j'avais une longue habitude derrière moi, mais je pense que plus que, enfin Alain le répondra, parce qu'on a peut-être deux visions différentes là-dessus. Et moi, j'ai dédié à tous les romantiques, ça a été mon envie à moi de dédier à tous les romantiques, parce qu'en fait, ça me choque assez de voir, oui, ça m'a assez choqué, de voir qu'en fait, on fait croire que tous les gens qui s'opposent au système qu'on nous impose, c'est des romantiques. Ils ne sont pas dans la réalité. Mais aujourd'hui encore, on vous dit, mais il faut voir la réalité en face. Et on vous impose une réalité qui est la réalité des dominants, mais qui n'est pas la réalité des autres. Et tout d'un coup, à force, c'est un peu la méthode Coué, à force de vous dire « Ah mais alors ça c'est comme ça, c'est comme ça que ça fonctionne ». Alors c'est vrai que je réécoutais aujourd'hui l'enregistrement du petit frère de Pedro là, pour le 2e tome, et il disait « Mais moi, j'avais un prof de philo qui était un peu désabusé, je savais que le monde était méchant et que de toute façon ça ne pouvait pas marcher l'unité populaire et que ceci, cela et tout. Mais moi je pense que heureusement qu'il y a des gens qui ont de l'espoir et qui portent cet espoir et qui font vivre cet espoir, parce que sinon peut-être que le monde ce serait bien pire aujourd'hui, que ces gens-là ils font reculer les choses et ils passent leur temps à essayer de faire reculer quelque chose qui avance, qui n'est pas forcément bon ni pour la planète, ni pour quand même 80% des gens, faut quand même le voir. Donc à chaque fois que je voyais ça, et même sur les historiens d'aujourd'hui qui disaient nous on est des historiens, donc on voit l'histoire de façon objective. Alors moi je vois pas pourquoi on est plus objectif quand on est historien que quand on n'est pas historien, mais et ils disaient eh ben c'est des romantiques. Et en fait nous on aime aussi dans nos romans graphiques utiliser des personnes qui sont existé comme ça, parce que c'est justement des regards subjectifs
Au lieu de dire qui est Allende, on va montrer des regards subjectifs sur Allende, comment les gens ont perçu, dans tous les milieux, dans tout ça et tout. Et je trouve que c'est plus intéressant parce qu'on peut plus capter ça. Mais je les aime, ces romantiques, en fait. Moi, c'est des gens, je pense que ma mère faisait partie de ces romantiques-là, peut-être plus elle, qui a vécu ces choses-là. Nous, moi j'ai 7 ans de moins qu'Alain, donc il y a déjà un décalage au niveau de la génération. Moi, je suis de la génération, on a écrit un album qui s'appelle La vie sans mode d'emploi, putain, l'année 80, et c'était autobiographique celui-là, parce que je suis de la génération où j'ai été élevée par des parents qui ont vécu les années 68-70, et j'ai eu l'impression que c'était des acquis. Et quand Mitterrand est arrivé, j'ai eu l'impression que c'était immuable, que tout ce qui avait été gagné contre le racisme, contre ceci, contre tout ça et ça, c'était des acquis. Et on a baissé les bras un peu quand Mitterrand est arrivé, et du coup, il y a eu un énorme recul qui s'est passé après. Donc c'est vrai que ça m'intéresse de voir ces gens-là comporter des choses qui étaient belles, et je veux surtout qu'elles restent en mémoire. Je pense que moi, c'est ça. Et peut-être qu'Alain... Moi, je suis plus proche de Pedro, parce qu'il est né en 48 et moi en 52. Et du coup, je me sens... Enfin, moi, j'ai retrouvé, puisqu'effectivement, on a regardé beaucoup de films, on a lu... on a une petite bibliothèque de 125 bouquins quand même pour faire ça. On a vu une trentaine de films. Et moi, je me suis retrouvé... on retrouve les papelets, les cheveux longs, les barbes. On écoute de la musique rock. Il y a eu un festival, une sorte de Woodstock à Santiago, à côté, dans la banlieue de Santiago en 70, juste après l'unité populaire, où il s'était rempli de drogués si on lisait la presse de droite de l'époque. Et on retrouve, d'ailleurs, il y a un épisode que nous a raconté Pedro qui, lui, quand il était déjà militant d'extrême gauche, et une fois il est allé dans une surprise partie chez des jeunes bourgeois, et il y avait une fille qui revenait des États-Unis avec le dernier disque de Jimi Hendrix, et donc il lui a piqué, et il a dit que c'était une sorte de récupération révolutionnaire, parce qu'il trouvait que c'était pas normal que quelqu'un qui soit un bourgeois puisse écouter de la musique comme ça. Et moi, il lui a dit, ça t'arrange bien. Moi, j'ai retrouvé, ça m'a rappelé des concerts dans les années 70 où il y avait des gens qui rentraient en forçant les portes en disant la musique pour le peuple. Enfin, c'était une sorte de délire qu'il y avait à l'époque, mais c'était ce qui se passait à l'époque, quoi. Et donc, nous, on a essayé on sait bien, en tout cas, moi, je me suis retrouvé dans cette époque-là à montrer que mai 68, c'était pas mai 68 en France, c'était partout dans le monde. Il y avait la guerre du Vietnam avait fait une sorte de mobilisation un peu mondiale qui faisait que partout ça bougeait, les lignes des frontières bougeaient énormément, et puis il y a aussi le monde de l'Est qui bougeait aussi, puisqu'il y avait Prague, etc. Donc c'est ce qu'on a essayé de montrer, dans lequel moi personnellement je me suis retrouvé, c'est cette sorte de bouillonnement intense qu'il y avait à l'époque. Si vous voulez, on va parler un peu de votre méthode de travail. Vous avez mis 3 ans à faire cet ouvrage, en travaillant combien d'heures par jour? Est-ce qu'il y avait des horaires fixes pour écrire, pour dessiner? Alors, moi, une des raisons aussi qui m'a décidé à faire des romans graphiques avec Alain, c'est que avant qu'on se mette avec des romans graphiques, à faire des romans graphiques ensemble, ça fait combien? Ça fait 5 ans qu'on fait ça? Ça fait 6 ans qu'on travaillait. Donc sur 25, ouais. En disant que pendant 19 ans, je ne l'ai pas vu. Parce que là, il se lève, il travaille jusqu'à minuit, 1h du matin. Voilà. Maintenant, je le vois, parce que je travaille avec lui. Là, il ne prend pas de week-end, parce que, alors encore, quand les enfants étaient petits, il en prenait, parce qu'il fallait les sortir au parc. Maintenant qu'ils sont grands et qu'ils n'ont plus besoin, ça là. Donc depuis 6 ans qu'on fait de la BD, on n'a jamais pris de vacances. La seule vacance qu'on ait prise, c'est 1 mois au Chili, mais c'était pour cet album, donc on a visité quand même tous les lieux de torture, on a animé un atelier d'écriture au musée de la mémoire et des droits de l'homme, et voilà, mais c'était extraordinaire, parce que moi, c'était la première fois que j'allais dans l'autre hémisphère, que je faisais un voyage aussi grand, et j'avais quand même l'impression de partir, on partait tous les deux et tout ça, c'était la première fois qu'on partait tous les deux, depuis 25 ans qu'on est ensemble, donc c'était quand même assez magnifique, mais voilà, je pense que je suis aussi, je travaille aussi énormément, mais voilà, on travaille énormément. Et alors évidemment, moi j'ai le côté d'être, on a comme une fille à la maison, il y a aussi le côté de la gestion de la maison, il
à savoir, parce que même si on écrit, la poussière continue à tomber, il faut continuer à manger, il faut continuer à tout ça. Donc ça fait partie aussi du travail, en fait, de quand on fait un roman. J'ai photographié un peu tous les plats que j'ai fait parce qu'il faut le nourrir. C'est sa seule journée de la sortie de la journée, donc je cuisine. Mais sinon, bon, je dis pas que... Et sinon, au niveau de l'organisation vraiment du travail, moi j'ai besoin d'être complètement imprégnée quand j'écris, en fait. J'ai besoin c'est très douloureux pour moi de sortir de l'écriture, et on est j'ai besoin d'une bulle. Alors c'est vrai que aussi quand on écrit, on peut penser à ce qu'on va écrire en faisant autre chose. Hein, alors que Alain, il ne peut pas dessiner en faisant autre chose. Il ne peut pas cuisiner et dessiner en même temps, c'est impossible. Donc, alors que moi je peux, mais on est dans une continuité de travail en fait tout le temps, qui se continue et dans nos discussions et dans nos échanges. Et à la fois c'est passionnant parce que c'est quand même un privilège, je pense, dans une vie de se dire tout d'un coup, bah tiens, je vais m'intéresser au Chili et pendant 3 ans je vais me concentrer que là-dessus et je vais savoir ce que devient le Chili. Et du coup après on finit par connaître. Mais aussi, je pense que c'est ce qui fait la richesse de nos livres, c'est qu'on n'écrit pas pour imposer un point de vue aux gens et pour leur dire voilà le Chili c'est ça, on écrit pour comprendre. Et en fait, quand les gens lisent nos livres, eh ben, ils comprennent, d'abord ils ont le choix de leur réflexion parce qu'on a plusieurs personnages avec des réflexions différentes, on n'impose pas un point de vue. Et ils sont dans ce processus de compréhension en fait, avec nous, on les entraîne dans notre processus de compréhension, mais pas dans un processus d'affirmation. Et ça, c'est très important. Et il y a aussi une autre chose qui est très compliquée dans ce genre de roman, c'est que c'est énorme la documentation. Il y a 120 livres, on a la documentation, on a mis les livres à la fin, plus les films, plus tout ça. Et on a l'impression tout d'un coup d'être submergé, c'est énorme, on se dit mais comment je vais y arriver? Mais en fait, il faut arriver à tirer un tout petit fil comme ça, puis rembobiner la bobine peu à peu. Il faut aussi laisser décanter pour se réapproprier les choses. Donc ça, c'est un travail, on vit avec en fait. En fait, il y a aussi, on utilise à notre avantage le fait d'être un couple et de vivre au même endroit. Donc il y a le fait que notre scénario se construit au fur et à mesure que nous avançons, c'est aussi permis par l'interaction permanente qui est entre nous. Donc on est tout le temps en train de discuter, et puis alors Désirée à peu près une dizaine d'avant, elle avance par rapport à moi, puisque c'est d'abord le texte qui dirige l'histoire. Donc elle a une dizaine de pages d'avance sur moi, et donc elle me donne des textes qui sont écrits, qui sont structurés par vignette, par case, comme on appelle ça dans la bande dessinée, hein, avec des séquences, et moi je travaille donc au fur et à mesure. On se sert beaucoup du numérique, hein. On a même pour ceux qui connaissent, on s'est créé un groupe secret sur Facebook. Donc le groupe c'est juste nous deux, mais en fait on communique comme ça, c'est-à-dire qu'on s'envoie des informations. D'abord, quand on a des trouvailles, des recherches qui aboutissent à des choses intéressantes, on les garde, ça permet de les stocker et on peut les retrouver. Mais c'est aussi une sorte on en parlait il y a 2 jours, c'est que quand par exemple on a besoin d'avoir l'avis, ou j'ai fait une planche par exemple, j'ai fini une planche et que je veux lui soumettre, c'est plus facile, plutôt que de lui dire tiens viens je te la montre, c'est plus facile de lui poster qu'elle puisse le voir sur son écran, parce que ça fait une sorte de distance, une sorte de répit. Il n'y a pas une confrontation directe des fois, parce que ça frotte des fois, c'est normal. Alors, je ne réponds pas forcément à ce qui a été attendu, des fois j'ai envie d'avoir un avis qui va me flatter, des fois, donc si je ne l'ai pas, ça va pas bien se passer. Donc c'est un outil qu'on a trouvé qui nous permet de travailler comme ça, avec une légère distance dans l'avancée. Il faut une énorme confiance l'un dans l'autre en fait dans ce genre de choses, parce que moi quand j'écris effectivement je m'imagine tout un monde, et après au début c'est vrai que je conceptualisais ça case après case et tout ça, mais Alain il a une façon beaucoup plus intéressante que moi et beaucoup plus de le mettre en page en fait, parce que des fois il va décider de faire une grande page, des fois il va décider de découper et tout ça, et c'est lui qui est graphiste, c'est lui qui est illustrateur, moi c'est pas mon métier,
Et du coup, je lui fais entièrement confiance là-dessus. Alors qu'il y a des scénaristes de bande dessinée, ils décident tout de comment tout doit être fait et comment le dessinateur va dessiner. C'est pas du tout mon cas. Alain apporte beaucoup dans mon texte par rapport à son dessin. Il n'écrit jamais, mais dans sa façon de l'interpréter. Des fois, je suis pas tout à fait contente parce que c'est pas exactement ce que je voyais. Je suis passée à côté, je l'ai pas assez bien expliqué. Mais des fois, par contre, c'est pas ce que j'imaginais, mais je trouve ça mieux. Et du coup, je vais réécrire complètement mon texte en fonction de ce qu'il a dessiné. Il faut bien voir que le texte il peut changer une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, 10 fois. Donc il y a des allers-retours comme ça, et donc il faut qu'on ait une méthode de travail assez souple pour pouvoir faire des changements comme ça. Tout n'est pas définitif dès le départ, et puis tout d'un coup ça peut être je mettrais bien cette page-là, je la déplacerais bien là, etc. Il y a une restructuration. Et à la fin, par exemple, on savait le nombre de pages qu'on allait faire, et genre une semaine avant que ça se termine, Désiré dit je rajouterais bien 10 pages. Donc, voilà, c'est ce genre de choses. On avait déjà 2 mois de retard, mais voilà, cette interaction elle est très importante. Mais je vais dire quelque chose par rapport à ça, c'est pas grave. Alors j'ai remarqué le graphisme qui est très riche, très varié, très inventif. Tu donnes un exemple en page 104 pour illustrer la doctrine Monroe, l'Amérique aux Américains. Vous dessinez une impressionnante pieuvre aspirateur. Oui. Comment on peut avoir des idées comme ça? Alors ça c'est, en fait, comme on se documente beaucoup, on est tombé par hasard, non, sur la pieuvre? Oui. Ça c'est moi qui suis tombé sur la pieuvre. Oui. Et là c'est exactement, elle est bien cet exemple parce que c'est typiquement ça. Au départ on parle de ça, on va parler de ça, là on dit voilà, dans toute la documentation, il faut mettre en scène cette chose-là, que l'Amérique est complètement puisée par les États-Unis, donc l'Amérique latine et tout ça. Donc moi je trouve une image avec une pieuvre qui prend tout, je trouve ça super, je dis mais tu vois, il faudrait peut-être mettre une pieuvre comme ça et tout. Et lui il me dessine un aspirateur. Donc sur le coup, je suis un peu. C'est pour ça qu'il faut que j'ai un peu de recul. Parce que et c'est vachement plus intéressant en fait, parce que quelque part la pieuvre est un lieu commun. C'est quelque chose qu'on connaît, qu'on a déjà vu, cette illustration-là. Et en fait l'aspirateur c'est vraiment ça, parce que ça aspire et ça fait disparaître. C'est les richesses de l'Amérique du Sud, elles ont disparu. Elles ont été. Alors il y en a encore, mais. Les ressources minières du Chili ont été aspirées littéralement par les compagnies américaines, même avant par les Anglais, par les Allemands, etc. Donc oui, c'est le genre de choses qui vient. Mais ce que je dois dire aussi, c'est que la formation de graphiste m'a apporté 2 choses. C'est ce qu'elle a dit, je dirais, c'est le fait de pouvoir cadrer le cadrage, l'organisation des pages, ça m'aide beaucoup. Et aussi le fait que quand on est graphiste, en général, on travaille pour faire de la pub ou de la mise en page de choses plutôt commerciales ou des journaux aussi, mais on doit répondre à une demande. Et moi, j'aime bien, j'ai appris à répondre à une demande. C'est pas je sais dessiner, je dois avoir un style, mais c'est pas ça qui compte d'abord. C'est suivant ce qu'on doit raconter, ce que l'histoire doit montrer, ce qu'on veut expliquer aux lecteurs. J'aime bien adapter mon style. Oui, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'au début, quand on a commencé à travailler avec Alain pour la première bande dessinée, Alain, il avait une vision, il connaît beaucoup plus la bande dessinée que moi. Depuis qu'il est tout petit, il est abonné à des journaux, et puis il a toujours voulu faire la bande dessinée. Moi, j'étais un peu ailleurs. Et donc, voilà. Et alors, du coup, lui, son rêve, c'était que je lui fasse ce qu'il appelle un chemin de fer. C'est-à-dire, vous avez page après page, c'est écrit sur cette première page, il y aura ça, deuxième, troisième, quatrième. Alors, il voulait mettre un grand panneau dans son bureau avec toutes les pages comme ça et tout. Et moi, impossible, parce que moi, je sais où je vais, mais je ne peux pas écrire à l'avance, j'ai besoin de découvrir au fur et à mesure et tout ça. Et il avait réussi à avoir son chemin de fer pour le dernier chapitre. Et voilà. Et en plus, moi, j'aime bien ce mystère aussi de ne pas savoir à fond. Hein. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est très du roman, en fait. Et voilà. Et après, on a lu que Taniguchi disait pareil. Il disait, moi, j'aime pas avoir tout le scénario comme ça, parce qu'après, si je connais l'histoire avant d'y arriver, c'est ennuyeux. C'est ennuyeux, voilà. Donc il y a cette découverte-là. Et en fait, Alain, il ne sait pas du tout comment ça va finir. Et il y a une grande confiance à ce niveau-là. Parce que moi, à la fois, si jamais j'écris quelque chose et qu'il me dit non, ça va pas du tout, ça c'est pas bien, je le ferai pas. Et puis en plus, il vérifie toutes mes informations.
Donc ça, je ne peux jamais faire une information, et des fois c'est vexant parce qu'elle était fausse, je me suis trompée. Et là, il a tout vérifié. Il faut que ça soit vérifié dans 3 trucs différents pour qu'il soit sûr. Sinon, on ne peut pas le mettre. Et je dois dire que ça nous arrive de parler évidemment souvent avec des collègues qui font de la bande dessinée. Il y en a traditionnellement en France par exemple, c'est l'auteur, il est tout seul, quoi. Il fait à la fois les dessins et le scénario et tout. Mais nous on est 2 et moi je dis je pourrais pas être tout seul à travailler parce que je dis comment tu fais si tu veux avoir une distance, un regard sur ton dessin ou sur ton scénario, est-ce que c'est bien de faire cette chute-là, cet enchaînement, comment tu te débrouilles? Il me dit bah ouais c'est un peu pénible, je suis obligé de demander alors à mon épouse ou à quelqu'un que je connais, etc. C'est plus compliqué, alors que nous on est chacun, donc il y a un rapport de séduction déjà, hein. Donc il faut que ce que je fais lui plaise, j'aimerais bien, et elle c'est pareil. Et puis aussi on a tout de suite un regard qui se pose, on a un premier lecteur, comme on dit en littérature, hein, qui existe, qui est là, à disposition, on peut dire, et ça c'est très agréable, c'est très pratique. Donc on vit aussi complètement isolé, donc on est ravis après qu'on sort et qu'on demande, et qu'on peut parler à d'autres gens. Parce que c'est vrai qu'on est très... Bien, j'ai remarqué un autre procédé, par exemple, les pages 56 à 61 pour évoquer l'école des Amériques, la CIA, la torture et les dictateurs. Vous avez des pages sur fond noir. Ça coûte cher à vendre, ça, non? Oui, ça coûte cher, mais quand on fait alors du coup c'est l'avantage d'être en noir et blanc, c'est que ça coûte moins cher que de faire des livres en couleur, parce qu'il faut 4 couleurs par page, et alors si vous dites je vais faire un bouquin qui va faire 300 pages, donc l'éditeur il va hurler. Mais là, oui, non, c'était difficile de faire autrement. D'ailleurs je pense que dans le tome 2, quand on va avoir à évoquer les parties concernant la torture, je suis assez convaincu qu'on va avoir des pages qui vont être relativement noires dans la couleur, notamment parce que la technique favorite des tortionnaires, c'est quand ils arrêtent quelqu'un, ils les dénudent et ils leur mettent un bandeau sur la tête ou une cagoule sur la tête. Donc on a plein d'histoires comme ça où les gens racontent qu'ils ne savent pas, c'est terrible parce qu'on est nu, donc on est complètement livré à ce qu'on ne sait pas et on ne voit rien du tout. Donc on va sûrement faire des choses comme ça, voir un trait blanc en bas d'une case parce que les gens nous ont raconté qu'ils ont pu reconnaître un endroit où ils avaient été torturés, ils ont reconnu sous leur bandeau, ils ont reconnu des morceaux de carrelage, donc en faisant des recoupements, ils ont trouvé que par exemple ils étaient à Villagremal, à Santiago. Donc ça, c'est des choses dont je vais me servir, d'autres on va servir. Et puis il faut aussi dire, parce que comme on parle là de la torture et tout ça, c'est que moi je trouve que dans la bande dessinée, le roman graphique, il peut vite y avoir quelque chose qui est très déplaisant, hein, qui est un peu violent, pornographique même, je trouve, parce que nous on n'a pas envie de montrer des images de la torture. On n'a pas envie de placer le lecteur en voyeur. Je trouve que des fois il y a un côté comme ça, on va au cinéma, on va voir un film et tout d'un coup, par exemple, je trouve que La jeune fille et la mort de Polanski sur la torture, c'est extraordinaire, il n'y a aucune image de torture. Elle raconte seulement. Parce que sinon, vous vous retrouvez devant une scène insoutenable, et puis on fait quoi? Alors moi, je ne peux pas regarder de toute façon parce que ça m'est insoutenable. Et ceux qui supportent, c'est spécial d'arriver à supporter une scène de torture où on fait des choses épouvantables aux gens. Donc c'est vrai que nous, on préfère montrer tout de comment ça se passe de l'intérieur et comment il a pu faire lui dans ce qu'il a ressenti que de montrer des images. Et du coup, dans cette première partie, montrer ce qu'avait été l'école des Amériques, de montrer tout ce côté, parce qu'il y a aussi les Chicago Boys et tout ça, tout ce qui se prépare, hein, c'est encore la plaque tectonique de son enfance, et qui est en train de se préparer, et ben, ça pouvait être très sombre et tout ça, mais ça évite aussi de montrer des choses, le noir et la crainte est là, sans qu'on montre des images absolument. Et puis c'est en opposition totale avec les premières images de l'histoire qui sont, c'est l'enfance de Pedro, il est comme la couverture, quoi. Il est au bord de la mer, son père lui tient la main et ils sont là, la lumière est très très violente, il fait un soleil éclatant, et donc les images, les planches sont très blanches. Donc et à côté de ça,
les plans qui sont très noirs, c'est ce qui se passe pendant qu'il est dans un endroit merveilleux. En page 102, quand vous illustrez la tentative d'invasion de Cuba par les USA, le célèbre épisode de la paix des cochons, j'ai l'impression que vous imitez le style de Wolinski, lui rendre hommage. Est-ce que je me trompe? Non, j'ai pas pensé spécialement à l'imiter, non, c'est que j'ai... Il y a des dessins de femmes qui ressemblent à ce qu'on voit dans Monsieur Paul à Cuba, par exemple. C'est possible, mais je ne connaissais pas. C'est involontaire. Oui, complètement. T'as vu Monsieur Paul à Cuba? Non. Non. En fait, parce que Alain, il aime bien des fois faire où ça passe. Des fois, les dessins sont très très réalistes et des fois, ça fait un peu comics. Et là, comme elle est assez drôle, en fait, ça, par exemple, pour moi, ça ressemble beaucoup à des Wolinski. Alors, en fait, il y a des parties qui sont racontées enfin, on raconte une histoire, mais des fois, on a le personnage où il y a un autre personnage qui va raconter lui-même une histoire dans notre histoire. Et à ce moment-là, souvent, je change de style comme si on avait les paroles elles-mêmes du personnage, quoi. C'est vrai qu'il y avait quelque chose aussi dans ce récit qui était très bien, c'est la voix off, c'est un récit en voix off en fait, parce que du coup c'est Pedro qui raconte. Et ça a été très précieux pour nous pour construire ce livre, parce que le fait d'avoir une voix off, ça nous permettait d'être dans deux dimensions, d'être dans le présent, dans son présent d'alors, et dans le présent d'aujourd'hui, parce qu'en fait, il ne pouvait pas raconter cette histoire en faisant comme s'il ne savait pas comment ça avait fini. Donc ça permettait de dire à des moments, si on avait su, où on voit à l'époque se dessinent déjà les prémices, et d'être dans un double discours. Et il y a un dessin qu'Alain a fait que j'aime beaucoup tout au début, où il a pris une photo de la famille de Pedro à la plage, et en fait c'est une photo d'emblée comme il y a à l'ancienne comme ça, et moi à ce moment-là je dis que quand il pense au Chili, quand il pense à l'exil, ce sont les souvenirs d'enfance qui lui reviennent, comme s'il s'était laissé là-bas pour toujours, et du coup c'est cette image où on voit qu'il s'est laissé là-bas, et la photo est complètement intégrée à la page dans un côté, donc on ne voit pas la limite de la photo, et de l'autre côté on la voit, et du coup on est dans ce double rapport. On a un rapport où tout d'un coup on est dans le présent, la photo représente le présent, il est à la plage avec ses parents, mais à la fois on voit que c'est une photo qui se décolle et c'est le passé, et ça permet ça la voix off. Et ça, c'était très, très agréable. Parce que c'est un procédé cinématographique qu'on adore, nous, d'entendre, par exemple, un film de Orson Welles avec cette voix magnifique qui parle. Le temps d'innocence et tout ça, moi j'adore. D'ailleurs, quand on la famille des Anderson et tout ça, il y a cette voix off. Par rapport au Chili, même Patricio Guzman, il a une voix extraordinaire. Quand il parle sur ses films, c'est ça qui fait voyager, quoi. Et ça permet de montrer des choses et de dire d'autres choses en même temps. C'est vraiment très, très... Pour revenir au texte, j'ai remarqué qu'il y a 3 personnes narratives, il, je et nous. Pour il et je, Pedro s'explique en page 206, et pour le nous de la page 106 qui fait référence à la révolution cubaine. Quand vous écrivez la révolution cubaine, nous l'avions vu naître, nous avions 10 ans à peine, elle avait grandi avec nous et elle avait enflammé notre imaginaire avec tout ce que cela implique de romantisme. Je me demande si vous n'avez pas voulu vous inclure, au moins vous, dans ce nous. Alors là, moi, je dirais, c'est moi qui ai choisi ce nous. Je pense que c'est très important de montrer que c'est un nous. Parce que même si c'est l'histoire de Pedro, c'est une histoire collective. D'ailleurs, depuis que ce livre est sorti, on a un site avec TAT et on reçoit plus d'une fois par semaine des messages de Chiliens qui nous disent « mais Pedro, c'est nous ». Donc ils ont repris ce nous. Et pour nous, c'était le meilleur compliment qu'on pouvait nous faire. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans l'individuel, on est dans le collectif. Et je pense qu'il y avait ce côté-là où on part de l'individu et on rentre dans le collectif, et je pense que vraiment l'unité populaire, c'est une période très très collective, et toute cette période-là. Et après, c'est ce que va essayer de casser, quand ils sont torturés, ils se retrouvent complètement indépendants. On retombe dans un jeu comme ça, qui est une souffrance individuelle où on est tout seul. Mais du coup, pour moi, le fait de dire que c'était un nous, c'était pas... Non, c'était pas moi. C'est pas tant le nous, notre nous à nous, que le nous de Pedro et de ses amis, de tous ceux qui sont engagés à l'époque, qui avaient son âge, de sa génération. À travers l'histoire de Pedro, vous abordez toute une série de thèmes. Je vais en citer quelques-uns: l'immigration, le rôle de l'Alliance française dans la formation des élites intellectuelles en Amérique latine, la lobotomie, le football, un thème cher à Eduardo Galeano,
Les séismes, le portrait d'une mère latino-américaine, la révolution cubaine, le théâtre El Aleph. Je précise que nous avons reçu Oscar Castro il y a quelques années pour une pièce. Faut pas glisser, hein. La nueva canción chilena, l'interventionnisme des États-Unis et bien sûr la situation politique au Chili. Sous la démocratie chrétienne d'Eduardo Frei, l'unité populaire de Salvador Allende et le coup d'État de Pinochet. Est-ce que vous voulez développer un de ces points? Est-ce qu'il y en a un qui vous tient particulièrement à cœur? Moi j'aimerais bien développer le football parce que en fait Alain et moi on n'aime pas du tout le football l'un et l'autre. Et Pedro il a assisté à la Coupe du Monde de football de 1962 et parce que son père leur dit bah, j'ai des places. Et son père ne veut pas y aller, il leur donne des places. Alors comme ils ont 14 ans et 8 ans, il dit bah, vous avez une place pour deux mais essayez de vous débrouiller pour rentrer, ils vont pouvoir rentrer. C'est resté un peu un drame dans la famille parce que le dernier jour de la finale, le père il a donné la place à un copain. Donc ils ont assisté à tout sauf la finale. S'il avait un côté comme ça un peu fantasque, le père ils en ont un peu voulu. Et du coup Pedro il était là. Et alors à la fin ce stade de Santiago qui va être reconstruit exprès, il a déjà été construit en 1938. Hein. Il a été construit sur le modèle du stade de Berlin. Donc déjà il a un modèle un peu particulier. Et il est déjà un peu plombé. Et alors là ils vont l'agrandir, ils vont ôter ce qui était pour les vélos et tout ça, ils vont faire un immense stade pour le vélodrome pour accueillir 60 000 personnes. Et ça va être le principal lieu de torture, le stade de Santiago, c'est là qu'on va enfermer tous les gens. Nous on avait vu Missing quand c'est sorti, c'est un film qui nous avait vraiment beaucoup touché, où il y avait tous ces morts entassés en bas dans les vestiaires de ce lieu-là. Donc c'était très important de raconter ce match cette Coupe du Monde, et ce que ça avait été et tout ça. Donc, alors du coup on disait à Pedro, oui, alors c'était comment? C'était bien. Et alors le foot, tous les Chiliens le foot. Donc on n'avait pas d'autres éléments que ça. Et donc moi j'étais là, bon, et là-dessus on est tombé, alors nous, c'est vrai que le premier livre qu'on avait écrit, on l'avait introduit avec Galeano. C'est vrai que Galeano c'est un homme extraordinaire, c'est lui qui a écrit Les veines ouvertes de l'Amérique latine, on comprend tout de l'Amérique latine quand on lit Galeano, mais moi j'ai lu aussi Un siècle du feu que j'ai adoré, j'ai lu Nuit de guerre et d'amour, c'est merveilleux. Alors ce qui est très très bien avec Galeano, c'est qu'il vous fait avaler des énormes pavés, mais il est écrit par tout petits chapitres comme ça, très courts, immensément poétiques, et il va revenir peut-être plusieurs fois dessus, mais du coup il vous fait avaler ça de façon homéopathique, et il vous fait avaler des horreurs, mais de façon très très poétique. Enfin, vraiment, et alors en plus moi il m'a fait imprégner du langage sud-américain en fait, ce dont j'avais besoin aussi, parce que déjà c'est la première fois que j'incarnais un homme, mais en plus un sud-américain. Et alors avec Galeano c'était vraiment génial. Et là-dessus du coup on a commandé ce livre sur le foot de Galeano qui est sorti il y a très peu longtemps, et Galeano est mort pendant qu'on faisait ce livre, et qui s'appelait Le football, ombre et lumière, où il a une vision très critique et très juste du foot, et à la fois c'est un passionné de foot, et c'est magnifique. Et on s'est mis à adorer les footballeurs, on s'est mis à découvrir ce qu'avait. Alors en plus, on a vu plein de films de l'époque, on a vu la bataille du Chili, qui est un truc incroyable. Ça a été la chose le match le plus violent de la Coupe du Monde d'Amérique, de toutes les Coupes du Monde, s'est passé là, parce que les Italiens voulaient avoir la Coupe du Monde se passe dans leur pays. Mais en fait, c'est le Chili qui l'a remporté, sans doute parce qu'il avait eu le plus grand tremblement de terre à cette époque de 60, où il y avait eu plein de morts, où ça avait été terrible. Et la personne qui s'occupait du football, il a vraiment voulu que ça se passe là pour aider le pays à se reconstruire, à avoir de l'espoir. Et du coup, les Italiens étaient jaloux. Il y a 2 journalistes qui arrivent et qui disent, de toute façon, toutes les femmes là-bas, c'est toutes des prostituées, il n'y a aucune dignité, c'est un pays où il n'y a que de la corruption et que ça. Et alors du coup, les footballeurs, quand ils sont arrivés sur le terrain, ils étaient vraiment très en colère. On avait renvoyé les journalistes de chez eux, mais le mal était fait. Alors les footballeurs italiens sont arrivés avec des œillets pour offrir aux footballeurs chiliens pour essayer de calmer un peu les choses. Ça n'a pas du tout calmé. Et dès que le match commence, c'est grosse blague. Voilà, grosse blague. Et alors là, c'est là où Alain intervient avec le dessin, et moi j'adore, c'est que lui, il dessine pas du tout ce qui se passe sur le terrain, il dessine ce qui se passe dans les gradins. Et on voit les gens. Voilà. Et du coup, on a adoré. Sauf que j'ai dessiné Garincha, parce que Garincha c'est un joueur, enfin il y a Pelé qui est très connu, mais à l'époque il y avait Garincha aussi, et qui est extraordinaire, avec sa jambe plus courte de 7 cm que l'autre, et qui était. Il lui permet de dribbler mieux que les autres. Faut le voir jouer sur un truc,
l'adversaire et puis il est là. Qui s'amuse. Donc on est devenu, enfin je dirais pas que je vais regarder toutes les coupes du monde de foot maintenant, mais cette coupe du monde, on a compris, avec les joueurs et aussi l'environnement, comment ça s'est passé, et aussi on en profite pour montrer des choses, c'est-à-dire qu'il y a déjà les chaussures Adidas qui arrivent avec la pub, il y a tous les spectateurs ont des coussins sur lesquels il y a des publicités qui sont imprimées. Quand il y a un but qui est marqué, ils jettent leur coussin en l'air. C'est Philips. La publicité est là, Coca-Cola est là, enfin les Américains sont là, avec tout ça, ça nous aide à montrer des choses. Des petits détails, ouais. Ou alors les joueurs qui ont des transistors et qui écoutent le match qui se passe à 1000 km, qui donc sont là en train de regarder un match triste où il ne se passe pas grand chose, et tout d'un coup tout le monde se met à hurler de joie parce qu'il y a un match, le Chili a joué à Arica. Ça fait des. On a eu la chance de tomber sur un reportage intégral fait par la télévision allemande à l'époque, où il y a tout a été très très bien. Alors c'est des heures de recherche, hein, parce qu'on voulait aussi, parce que là c'est pareil, quand vous êtes dans la bande dessinée, quand il y a de l'illustration, comment sont les abords du stade quand on arrive. Alors il y avait tous les petits les fanions qu'on vendait avec tous les pays et tout ça, alors Pedro, après quand on a dessiné, il a dit mais c'était exactement ça, ça l'a beaucoup touché. On a mis les billets. Voilà, on a retrouvé le billet exactement de l'époque, parce qu'on en retrouvait facilement sur internet une partie du billet puisqu'on le découpait, mais il a trouvé l'intégrale parce que ça s'appelait pas la Coupe du Monde, ça s'appelait Jules Rimet. La coupe, voilà, Jules Rimet, c'était lui qui avait créé la Coupe du Monde. Donc voilà, du coup on est devenus tout d'un coup des spécialistes du football pendant le temps de ces 10 pages. Je ne sais pas si j'ai bien fait d'en parler, mais on va passer le micro public. Je ne sais pas si vous avez des questions.